Quel avenir pour les Kurdes de Syrie? Les voilà encerclés par l'armée syrienne, assiégés à Kobané. Une trêve est en cours, elle doit durer 15 jours et non un mois comme cela avait été annoncé hier. Est-ce que ce sera suffisant pour trouver un accord? Et quel sort pour les milliers de combattants prisonniers de Daesh qui étaient donc dans ces camps contrôlés par les Kurdes? On en débat avec mes invités. Bonsoir Adel Bakawan. Bonsoir. Vous êtes le directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, ESMENA. Et vous signez La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire. C'est aux éditions Thaïlandier. Et avec nous, Karim Kamar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant du Rojava en France, cette région semi-autonome en Syrie, dirigée par les Kurdes syriens. Alors, dimanche dernier, le président Al-Shara, le président syrien, annonçait cette trêve. Je recommande un cessez-le-feu total pour le moment. Afin d'apaiser la situation, nous avons décidé de signer l'accord par le biais de communication. Trêve qui est donc reconduite pour 15 jours. Karim Kamar, est-ce que sur le terrain, la pression de l'armée syrienne se desserre? Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe, notamment à Kobané? D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, Monsieur Ahmad El-Shara, ex-Jolani, je pense qu'il a très bien compris aussi la mentalité de M. Trump. Il fait pratiquement la même chose. Il fait une déclaration éclair, un coup de médiatique, un décret, une annonce. Il avait dit que la langue kurde deviendrait nationale, qu'elle sera enseignée à l'école. Le nouvel an aussi, le Nowruz kurde serait... Ça, c'est l'annonce. C'est l'annonce et c'est les décrets. Une fois, c'est une annonce, une fois, c'est un décret, une fois, c'est un engagement. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune confiance. Il n'y a aucune confiance dans ce gouvernement de transition. Et pourquoi il n'y a pas cette confiance? Parce que depuis son arrivée au pouvoir d'une manière hasardeuse sur laquelle on peut se poser beaucoup de questions. Une question hasardeuse, peut-être beaucoup pas. De questions. C'est notre problème. Beaucoup de questions. Ce gouvernement n'a cessé de faire tout, sauf répondre et écouter le peuple syrien. Alors le peuple syrien, peut-être tout dépend de quel peuple syrien on parle, Adel Bakawan, parce que c'est vrai qu'effectivement, si on pense aux Alaouites, aux Druzes, il y a eu ces massacres. Vous aussi, vous pensez qu'on ne peut pas faire confiance au président de transition syrien? Écoutez, dans la politique, il n'y a pas de confiance. Il n'y a que des faits, des données factuelles. La nouvelle armée du président Charles a commencé par un grand massacre des Alaouites, n'est-ce pas, sur la côte. Il a quand même massacré par 10, par 20, passant par 1600 personnes. Et après, il justifie en disant qu'il y a des éléments incontrôlables. Pour vous, ça tient ou pas? Écoutez, lorsqu'à Paris, on a des éléments incontrôlables, on va les massacrer. Lorsqu'à Washington ou à Londres, il y a des éléments incontrôlables. Est-ce que vous imaginez, madame, massacrer 250 personnes ici à Paris parce qu'il y avait des éléments incontrôlables? Des éléments incontrôlables n'est pas une justification pour massacrer une communauté. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, la communauté internationale? On a condamné fortement M. Ahmad El-Shara, mais sans jamais engager des actes. Et ensuite, parce qu'il a parfaitement compris notre fonctionnement, la communauté internationale, il s'est tourné vers les Druzes. Il a massacré les Druzes. Hein. Collectivement, qu'est-ce qu'on a fait à Soïda? On a encore une fois condamné, mais sans intervenir, sans engager des actes. Et là, c'est dans un esprit de revanche ou c'est pour montrer que maintenant c'est lui qui est à la tête, ou c'est les sunnites? Comment vous expliquez... Non, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a absolument pas de vengeance. Il y a des massacres, alors pourquoi? Pour expliquer à nos téléspectateurs. Je vais dire d'une manière très, très simple et pédagogique. C'est que c'est son paradigme de fonctionnement. Autrement dit, il a repris le même système de fonctionnement de Bachar el-Assad et il l'applique en passant du nationalisme arabe à l'islamisme. Autrement dit, une Syrie centrale, centralisée, centralisatrice dans laquelle il n'y a aucune place pour les autres composantes de la société syrienne. Autrement dit, vous êtes accepté autant qu'individu, mais vous n'êtes jamais accepté autant qu'alaouite. Or, vous avez une grande composante qui s'appelle kurde, alaouite, druze, qui s'identifie en tant que communauté et non pas en tant qu'individu. Et pour vous, il veut les écarter et évidemment ça inquiète. On va écouter ce kurde syrien justement qui a peur pour lui et pour sa communauté.
Une administration qui, a plus de 10 à 14 ans, a mis en place des institutions qui ont œuvré à organiser le pays et à des réalisations concrètes, puis est abandonnée par les pays qui la soutenaient, au détriment de populations au long passé, marquées par de douloureuses expériences de meurtres, de pillages et de déplacements. Il y aura assurément un danger. Voilà, il y aura un danger. C'est ce que vous redoutez aujourd'hui, Karim Kamar. On a vu ces images de Kobané, notamment. Ce qu'on redoute, c'est qu'on voit surtout ce qui se passe. Donc les massacres n'ont pas cessé, les attaques n'ont pas cessé. Aujourd'hui, officiellement, on a décrété cette trêve de 2 semaines en théorie, mais en réalité, il y a les attroupements, il y a une mobilisation de jour en jour de plus en plus importante dans les abords de ces régions qui restent encore sous le contrôle des FDS. Donc effectivement, il y a forces démocratiques syriennes, les forces démocratiques syriennes. Syriennes, oui. Donc, il y a une réelle crainte aujourd'hui que ce gouvernement maintienne cette machine de tuer et de massacrer et de façonner ce pays à sa manière de voir un pays islamiste, un pays avec les préceptes salafistes. N'oublions pas, madame, que les commanditaires, les tueurs de Samuel Paty ici à Paris, les éléments d'enquête, ils ont bien montré qu'ils étaient bien, ils faisaient l'allégeance à HTS. Donc vous craignez, alors justement on va s'arrêter sur ce point-là puisque les forces kurdes étaient aussi garantes des prisonniers dans les camps, notamment ces combattants de Daesh. Ces prisonniers qui sont libérés, certains sont transférés en Irak, vous connaissez très bien l'Irak. Alors est-ce qu'on peut s'inquiéter de ceux qui disparaissent dans la nature? Est-ce que l'Irak a les moyens d'accueillir le terme n'est peut-être pas choisi, mais en tout cas de recevoir tous ces combattants prisonniers? Je vais vous donner quelques chiffres très très concrets. Aujourd'hui, vous avez à peu près 40 000 personnes dans l'ensemble de ces prisons et de ces camps. Parmi les 40 000, il y a 9 000 personnes qualifiées par les Nations Unies, mais aussi par les États-Unis d'Amérique, comme des acteurs aguerris, formés, comme ultra combattants de Daesh. Autrement dit, c'est des vrais djihadistes de Daesh. Et alors ceux-là, ils vont où? Alors là, les États-Unis d'Amérique, au départ, ça se voit qu'ils sont vraiment aussi dans le désordre. Ils n'ont pas une vision claire de ce qu'ils font. Ils ont décidé de passer la main à Ahmad Shah. Mais au bout de 2-3 jours, ils ont compris, enfin, je ne sais pas par quel miracle, que la nouvelle armée Ahmad Shah, on ne peut pas faire confiance à cette armée pour gérer ces prisons et ces camps-là. Parce que ces Kurdes-là, il faut le dire quand même, madame, de 2014 à 2024, ils étaient entraînés, financés, formés d'une manière professionnelle par les États-Unis d'Amérique pour garder ces prisons-là. Et là, aujourd'hui, on leur dit que Tom Barak arrive, qui n'est absolument pas un diplomate de carrière, pour dire « Ah non, vous... » Même si on vous a formé pendant 10 ans, vous laissez la main, on donne la main. Et donc, rapidement, ils ont compris pour dire « Ah non, c'est un vrai danger ». Et donc, ils ont supplié le gouvernement irakien pour accueillir 7 000 parmi les 9 000. Et bien, le gouvernement irakien, avec qui j'ai discuté depuis 2 ou 3 jours, ils disent « Ok, d'accord, on va les accueillir, mais nous n'avons pas des infrastructures adaptées à 7 000 personnes. 1. 2. Nous ne sommes absolument pas disposés à juger les 7 000 personnes. Oui, parmi les 7 000 personnes, il y a 1 200 Irakiens. D'accord, on les prend. Et on rappelle que les Européens, France, Suisse, ne veulent pas récupérer... Et ensuite, il y a 60 nationalités. Le président de la République a parlé avec Mohamed Shia Soudani, les autres. Alors, non, Mohamed Shia Soudani, le gouvernement irakien, demande aux Européens, aux Occidentaux, au monde entier, récupérer leurs djihadistes. Et ensuite, un dernier mot, et je m'arrête après. Madame, regardez, en 2014, ces Kurdes-là, ils étaient chez eux, ils étaient à Rojava, ils n'étaient pas dans le nord-est de la Syrie, hein. Mais ce sont les Américains qui ont mis la pression globale, totale. Attendez, juste 30 secondes, pour aller jusqu'à Raqqa et Deir ez-Zor pour libérer ces endroits. Et vous savez, ils ont donné combien de martyrs? Ils ont donné 13 000 martyrs, jeunes garçons, jeunes femmes kurdes, pour que nous, ici à Paris, à Londres, à Washington, on dorme tranquillement. Et aujourd'hui, les Kurdes ont besoin d'eux. Ils disent non. Justement, Karim Kamar, comment vous réagissez? Il y a eu beaucoup de manifestations qui dénoncent effectivement ce lâchage des Occidentaux. Vous, aujourd'hui, vous en appelez à Emmanuel Macron, à l'Union européenne pour faire quelque chose?
Je pense qu'aujourd'hui, cet abandon est une défaite morale et aussi une défaite de sécurité. Une défaite morale parce qu'on est en train d'abandonner un allié avec qui on a combattu pendant plus de 14 ans et aujourd'hui on est en train de le lâcher. Ça, c'est la défaite morale. Autrement, sur le plan de sécurité, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Adel parlait des combattants de Daesh et des 7000, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui à Idlib, à Hama, là où il y a le pouvoir est installé. Aujourd'hui, il y a des vrais incubateurs des terroristes, des futurs terroristes qui vont encore venir frapper ici à Londres et à Paris et à Washington. Donc ça, c'est ce que vous redoutez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que les Occidentaux ne se rendent pas compte qu'il y a un risque de voir ces prisonniers de Daesh rallier l'Europe, commettre des attentats? Est-ce que c'est une vraie menace? Écoutez, de 2014 à 2026, les Daeshistes dans les prisons, ils étaient gardés par les combattants kurdes formés par les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Désormais, les anciens camarades du combat, les anciens frères du combat au sein de Daesh et d'Al-Qaïda gardent leurs anciens camarades de combat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, le gardien et le prisonnier partagent la même historicité et la même affinité idéologique. Et lorsque vous êtes dans un tel contexte-là, comment franchement, comment ne pas craindre la montée en puissance, la réémergence de Daesh autant que risque international? Donc c'est une naïveté des Occidentaux de ne pas se rendre compte de ce que vous venez de nous expliquer? Moi, je pense que c'est une intelligence, un pragmatisme, un pari gagné d'Ahmad el-Shara. Un Ahmad el-Shara qui était Al-Qaïda, devenu Daesh, redevenu Al-Qaïda. Je parle des Occidentaux. Mais non, je vais vous dire, je reviens à votre question, a parfaitement réussi par le lobby des Saoudiens, des Qataris, des Turcs, à convaincre l'Europe et l'Occident que désormais, lui, il a le contrôle de tout. Les Européens, mais quand je vous dis les Européens, ce sont les chefs d'État. Hein. Je ne parle pas des services de renseignement, je ne parle pas des appareils de sécurité, parce que je fais la grande hypothèse que les services de renseignement, d'où la CIA jusqu'à l'Allemagne, ils savent très bien ce qui se passe sur le terrain. Donc pour vous, il y a un double jeu qui est en train de se passer avec Ahmed el-Shara, mais il y a quand même ces 15 jours, cet accord. Donc, pour vous, c'est une coquille vide, il n'y a pas d'accord, il ne veut pas du tout prendre en compte Je pense qu'il y a une vraie volonté d'en finir avec le Rojava. Ça, c'est décidé. Et derrière, il y a l'acteur turc et les milliards des pays pétrodollars. Donc, ce qui nous fait craindre, justement. Donc, on est en face à une vraie tragédie qui va s'opérer s'il n'y a pas une réaction internationale sur le plan politique, sur le plan international. Aujourd'hui, le Rojava est en danger. Aujourd'hui, le peuple kurde est en danger. Aujourd'hui, le peuple kurde a besoin d'une protection internationale plus que jamais. Pour vous, c'est la Turquie qui agit en sous-main? C'est tellement visible. Et quand le ministre des Affaires étrangères syrien se rétracte à la dernière minute, le 4 décembre, pour signer, les deux parties étaient d'accord, étaient à deux doigts de signer un accord selon lequel les deux parties étaient justement, cet accord de 10 mars allait se concrétiser. À la dernière minute, monsieur, nous l'appelle le facteur turc, donc il arrive, dit « Ah non, on va reporter jusqu'au 9 mars ». Et le 6 mars, il y a eu les événements de Cheikh Marsoud et de Ashrafi à Haleb. Donc, vous voyez, donc il n'y a pas le moindre doute. Pour vous, il n'y a pas le moindre doute. Si vous me permettez juste ajouter un élément, juste pour mentionner le rôle de la France. Le président de la République, Emmanuel Macron, selon mes informations, a appelé à peu près 5 fois en 4 jours. 5 fois, il est intervenu. Il a appelé le président syrien, le président intérimaire syrien, Ahmad el-Shara. Il a appelé 3 fois le président du GRK, du gouvernement régional du Kurdistan. Il a appelé le général Mazloum à plusieurs reprises. Donc, il est vraiment très, très attentif par rapport à ce qui se passe. Maintenant, hélas, la France, comme on se disait tout à l'heure, la France n'a pas énormément de levier pour peser sur le terrain, bien évidemment. Mais par contre, la France a tout à fait les moyens pour mettre la pression ou au moins communiquer avec la Maison Blanche, avec Donald Trump directement pour oui, on peut se pouvoir dire que agir sur la décision. Aussi compliqué, mais Ahmed el-Shara, il a quand même besoin des États-Unis parce que les sanctions, parce qu'il s'est quand même engagé, il ne peut pas aller
Vous pensez qu'il peut aller jusqu'où? Parce qu'il y a un moment... le problème, ça vient des États-Unis. Je suppose que vous avez lu le programme de sécurité nationale des États-Unis, les 33 pages, dans lesquelles le Moyen-Orient ne fait plus partie des priorités. Les États-Unis souhaitent se retirer rapidement de la Syrie en disant que la Syrie est désormais stable. C'est exactement la même erreur commise en 2011 lorsque Barack Obama a retiré son armée pour dire derrière nous on laisse un pays qui n'a jamais été aussi stable, et 2 ans plus tard on a assisté à l'instauration du califat de Daesh à Mossoul. Eh bien, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci encore d'être venus parler de l'avenir de la Syrie et surtout de l'avenir des Kurdes syriens.